Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies puis tout ce qui en découle. Aujourd'hui, un hors-série spécial, le numérique en éducation. On est rendu où en 2022? On démêle ça avec Maxime Pelchat. En triplex, avec Maxime Pelchat, avec voyons, Michel, ouais, là, tu vois, c'est ça. Ça me prend pas C'est grand correct. chose de me mélanger, tu vois. C'est vraiment ça, on pense à de même. Maxime, salut. Hey, bonjour à vous deux. Ouais. Michel, ça faisait déjà un certain temps qu'on voulait refaire ça. On a soudoyé Maxime pour qu'il revienne sur le podcast. Il s'est passé énormément de choses en éducation avec le numérique depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, Maxime. On s'est parlé un peu au début de la pandémie, pendant que justement le Québec était en train de prendre un virage numérique au point de vue de l'éducation. On essayait de tourner ça, on essayait de garrocher ça vers des nouvelles idées, des nouvelles technologies. Il est arrivé, il a coulé de l'eau sous le pont depuis. Il est arrivé des changements. Maxime, on en est rendu où, là? Hey, ça demeure une question assez vaste, malgré tout, hein, parce que pour vrai, là, depuis, on peut dire que le contexte pandémique, là, depuis le printemps 2020, a vraiment propulsé en avant tout le réseau de l'éducation de façon fulgurante. On pourrait dire là, qu'on a fait en 2 ans ce qui est, dans le fond, des pas qui auraient pu être faits peut-être en 10 ans normalement. Puis là, peut-être que vous allez me dire, les deux, ben ouais, mais c'est comme ça dans plein d'autres industries aussi, là. Mais cela dit, c'était quand même assez connu que le milieu d'éducation avait, sous certaines dimensions, un retard à rattraper là, Ouais. significatif. Que ce soit, puis on en avait parlé là, la dernière fois qu'on avait discuté les trois ensemble, on en avait parlé des infrastructures qui étaient extrêmement inégales un peu partout dans Ouais. le réseau, autant en éducation qu'en enseignement supérieur aussi. Donc, c'est sûr que ce côté-là, il y a eu beaucoup d'accent qui a été fait là-dessus, mais c'est évidemment le volet de développer ses compétences avec le numérique qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place là, dans les 2 dernières années. Puis c'est peut-être là, dans le fond, là, que ça a fait un grand pas, puis ça a amené évidemment un paquet de choses positives, mais aussi ça a mis à l'avant-plan aussi d'autres enjeux qui sont peut-être un petit peu plus à réfléchir de toutes sortes de façons. Fait que pour vrai, là, on pourrait mettre la table sur ce sujet-là de façon, de façon vraiment, vraiment, vraiment large. C'est sûr que, tu sais, pour ma part, au cadre 21, nous, où est-ce que j'œuvre au quotidien, ben, on est plus dans le domaine de la formation continue. Fait que c'est sûr qu'on a porté une attention plus particulière comme à ça, le développement de sa compétence numérique sous tous ses aspects un peu. Puis ça a pris quand même beaucoup de place dans les 2 dernières années. Puis encore ce printemps, parce qu'on peut dire que c'est un printemps chaud encore de ce Encore. côté-là, Ben oui. c'est encore ces sujets-là qui ont pris toute la place sur comment les acteurs du réseau de l'éducation travaillent avec le numérique, comment ils intègrent le numérique leur relation d'apprentissage avec les élèves, avec les étudiants. Qu'est-ce qu'on entrevoit pour l'avenir? Parce qu'il y a quand même plein de choses qui sont là, là. On n'a qu'à penser au volet de la formation à distance qui s'est comme invité dans l'éducation Ouais. en général parce qu'il y a un paquet de choses qui se faisaient déjà en formation à distance. On ne fait pas de la formation à distance depuis la pandémie seulement, au contraire, ça existait déjà avant, mais là, il y a des éléments de formation à distance qui ont intégré par la force des choses, par l'urgence même des choses Ouais. dans les 2 dernières années, que les allers-retours à la maison en présence, à la maison en présence, et que ça, il y a eu comme une espèce, on pourrait dire quasiment une fusion un peu là, de ces univers-là. Fait que là, maintenant, dans le vocabulaire de tout le monde, on parle de présentiel, Ouais. de la distance, de formules hybrides, de formules comodales. Fait que là, tous ces concepts-là demeurent à placer un peu parce que là, l'éducation a pris plusieurs visages. Puis là, c'est pas juste justement des silos où est-ce qu'il y a l'apprentissage en présence de façon traditionnelle pour tout le monde, puis que quelques personnes vivent de l'enseignement à distance. Là, il y a comme un mélange qui se passe là, depuis ces 2 dernières années-là. Fait que ça a eu beaucoup, beaucoup d'impact. Puis j'en ai entendu beaucoup parler, là, particulièrement dans le dernier mois, où est-ce qu'on se questionne beaucoup sur le chemin parcouru, mais aussi vers où
on veut aller avec tout ça, parce que là, des fois, on peut avoir l'impression que tout est mélangé un peu, là, puis qu'il y en a qui se sentent quasiment aussi plus perdus en 2022 qu'ils l'étaient en 2020. Oui, mais c'est ça. Ça l'a changé complètement la donne. OK. Il y a plein de choses là-dedans. On va prendre ça point par point. Bon, premièrement, un des grands problèmes qu'on avait au début de la pandémie, c'était l'accès inégal aux outils numériques, justement. Où on en est rendu, je sais que le gouvernement a essayé de mettre en place un paquet de choses, un paquet d'idées, un paquet de philosophies pour justement essayer de régler ce problème-là. Bon, ben on sait, on en parle souvent, nous autres, sur le podcast avec Michel, que de toute façon, l'accès est déjà inégal, si ce n'est que juste pour l'accès à Internet. On est encore en train de brancher certaines régions qui n'ont pas encore un accès à Internet haute vitesse. Là. Fait on est encore là. On est encore les enfants pauvres du Canada sur ce point-là. Mais où on en est rendu, puis c'est quoi le constat 2 ans après sur cette accessibilité-là? Il y a encore des défis majeurs. C'est sûr que dans les zones urbaines, comme tu le soulignais, ces éléments-là sont pas nécessairement abordés de la même façon, mais moi-même, dans mon réseau, quand je discute avec des acteurs de l'éducation qui sont en région, ça demeure un certain frein, ou peut-être plus comme un boulet le contrainte de dire que oui, on veut donner le service, on veut donner l'accompagnement, mais il y a encore une partie de la population qui a de la misère justement à avoir accès à Internet. Puis de l'autre côté, c'est que on pourrait dire aussi que d'un point de vue matériel, il y a, puisque tourner énormément notre enseignement vers le numérique à cause de ces allers-retours-là dont je parlais tantôt, là, qui ont été des fois un peu de dernière minute, fait qu'on se revire de bord. Est-ce que tous les élèves, tous les étudiants ont vraiment accès au matériel adéquat pour pouvoir faire ce switch rapide-là? Puis là, on s'est aperçu que ça aussi, c'est plus ou moins. Je sais que au secteur jeune, dans plusieurs centres de services scolaires, on a essayé de s'organiser quand dans la mesure du possible pour avoir des équipements pour tous les élèves qui en avaient besoin. Puis là, évidemment, là, c'était de gérer quelque chose qui n'avait pas été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire on va essayer de privilégier ceux qui n'en ont vraiment pas accès à du matériel à la maison pour pouvoir les équiper. Puis là, quand on dit matériel à la maison, c'est parce qu'une famille, c'est pas toujours juste un enfant. Là. Des fois, c'est 2, des fois, c'est 3, des fois, c'est 4. Donc, est-ce qu'on a des appareils pour tout le monde quand tout le monde est en mode virtuel en même temps dans la maison? Est-ce qu'on a même... on a peut-être, oui, l'Internet chez nous, mais est-ce qu'on a un Internet qui est capable de supporter 4 personnes en visio en même temps? Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr que ces enjeux-là pour comme on pourrait dire là, quasiment une éducation à distance, à plein temps, en tout temps, là, clairement, on n'est pas rendu là. Puis, force est de constater aussi que c'est pas le désir. Hein. Il y a eu un grand soulagement quand on a senti ce printemps qu'il y avait un retour à une certaine normalité avec le fait de retourner sur place à l'école en présence. Il y avait aussi le fait de revenir à un certain standard d'accessibilité. Puis là, on ne parle pas comme de la qualité des cours ou comment faire les évaluations. On parle vraiment comme d'accessibilité générale. Il reste que, oui, quand on a tout le monde à l'école, ça aide à avoir cette accessibilité générale-là parce que ça a été un souci. Là. On parlait d'enjeux tantôt. Le numérique a quand même refait surgir ces dimensions-là où est-ce que l'éducation, c'est là pour tout le monde, surtout au secteur jeune. Donc, est-ce que c'est accessible vraiment pour tout le monde? Puis là, puisque le numérique qui est venu prendre une place prépondérante les 2 dernières années, on s'est dit, est-ce que tout cet accès au numérique-là, via les infrastructures comme l'accès Internet, comme le matériel pour pouvoir justement accéder au virtuel, est-ce que ça aussi, ça fait partie de cette accessibilité universelle-là? Et si oui, qui paye? C'est ça. C'est ça. Qui paye et qui gère aussi, parce que ça aussi, c'est un gros enjeu là, dans les centres de services. Puis, parce que là, je pense au réseau public, où est-ce que là, tout d'un coup, les services TI ont été obligés de gérer, dans le fond, cette grande affluence de matériel qui bouge. D'habitude, c'était du matériel qui était comme positionné à un endroit stratégique à travers les établissements du centre de services. Là, tout d'un coup, wow, ça bouge, ça s'en va à la maison. Fait que est-ce qu'on a la logistique à l'interne pour pouvoir
pouvoir gérer, dans le fond, tout ça et surtout de se revirer comme ça. Fait qu'il y a eu des gros défis. Puis moi d'ailleurs, je lève mon chapeau, là, que je n'ai pas en ce moment là, sur la tête, là, pour tout le monde là, du réseau d'éducation, puis particulièrement au public, où est-ce qu'il fallait absolument pouvoir faire en sorte qu'il y ait une accessibilité, de tendre vers le plus total, le plus possible. Puis cela dit, il reste que là, maintenant que la poussière commence à retomber, là, on est au début juin, on arrive vers la fin de l'année, on peut dire que, somme toute, c'est assez impressionnant, justement, cette capacité d'adaptation-là qui s'est passée. Ça n'a pas été parfait. On a vu que l'éducation à distance a ses limites aussi, puis elle a ses limites techniques. Puis elle a ses limites aussi, on pourrait quasiment dire, pédagogiques aussi à travers ça. Ouais, Michel, tu avais une question? Ben, en fait, on parlait d'accessibilité. Là. Il y a eu des cas dans mon réseau quand même assez proche de gens qui ont plusieurs enfants, ils n'ont pas le même âge, ils ne vont pas nécessairement non plus à la même école, primaire, secondaire. Ils ont des cours en même temps. Il y a un ordinateur familial qui a de la misère à aller sur Internet. Oups, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Puis justement, là, qui paye? C'est-tu l'école? Y a-tu une aide gouvernementale qui vient? C'est-tu la famille qui doit s'acheter un autre ordinateur, améliorer les conditions? Puis, oups, là, Internet n'est pas disponible dans notre coin. Fait que ça faisait un paquet de problèmes à gérer qui faisait en sorte que pour plusieurs parents, c'était le numérique, c'est vraiment pas bon. Ça empêche mes jeunes d'apprendre, ça complique les horaires, ça m'oblige à rester à la maison. C'est devenu. On a beaucoup vu, j'ai l'impression, les revers de la chose. Puis ça a empêché beaucoup de personnes d'avoir tous les bénéfices que ça aurait pu avoir. Fait que, je sais pas comment toi tu l'as vécu de ton côté, justement, que tu es plus en position de parler aux décideurs et aux acteurs, justement, de l'enseignement. Mais pour beaucoup de parents que j'ai croisés, c'était juste un problème. On ne voyait pas les bénéfices, on ne voyait que les nombreuses difficultés qui venaient avec. Puis c'est là aussi qu'on a vu la limite de cet enseignement à distance-là en synchrone. Hein, parce que ça aussi, c'est du vocabulaire là, qui nous est arrivé et qui est maintenant usuel. Mais effectivement, de se dire tout le monde en mode synchrone, est-ce que c'est vraiment faisable? Mais c'est parce que, dans le fond, traditionnellement, l'école, ça se passe comme ça. Quand c'est l'horaire d'école, quand on s'en va l'école primaire, l'école secondaire, même du côté du cégep jusqu'à un certain point, on converge tous à la même place en même temps. Il y a des horaires fixes, il y a toute une routine qui est autour de ça. Puis tout se passe en synchrone. Alors que là, si on utilise le numérique, ben on sait bien qu'il y a de la bonne formation à distance. J'ai eu l'occasion de travailler pas mal là-dessus dans la dernière année avec des pros là, du sujet. De la bonne formation à distance, c'est pas en synchrone tout le temps. Là. Il y a beaucoup de choses qui se passent asynchrone et que là, tout d'un coup, ces enjeux-là peuvent être minimisés par le fait que tu n'es pas obligé d'être tout le monde, dans le fond, les mains sur les touches en même temps, connectés en même temps, parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer de façon flexible, dans le fond, dans l'horaire et tout ça. Fait que c'est sûr que quand on a à faire virer tout le système en même temps, sans réfléchir, dans le fond, à comment on le vit, ce quotidien-là branché, ben là, on a répété, dans le fond, des modèles qui existaient et qui fonctionnaient en présence, mais qui, dans les faits, à distance, c'est peut-être pas soutenable, dans le fond, à long terme. Puis, tu sais, il y a quand même eu quelques premières recherches là, universitaires qui ont été faites là, pour analyser la situation qui s'est passée un peu partout dans le réseau dans les 2 dernières années. Puis, c'est sûr que les conclusions sont pas extrêmement positives là-dessus parce que c'est assez facile de voir des places, un peu comme tu le soulèves, Michel, là, où est-ce que là, c'est vraiment pas l'idéal, ça fonctionne pas, ça ne crée pas des conditions idéales pour l'apprentissage, ça ne crée pas des moments de relation dans le fond, de l'apprenant avec son enseignant qui est significative non plus dans certains contextes. Ça ne crée pas des conditions idéales pour faire de l'évaluation non plus. Donc, là, c'est de dire comme 2 choses. Est-ce que le numérique dans le fond, est un ennemi d'une bonne santé scolaire dans une société, ou bien si on veut le vivre, si on veut le voir dans l'autre sens, si on veut le vivre de façon optimale, de façon efficace, est-ce qu'il faut changer notre rapport, dans le fond, à comment on vit notre relation éducative, que ce soit justement dans ces moments-là, dans les horaires, dans comment on interagit prof-élève, etc., etc. Là. Fait que dans le fond, c'est des grandes questions là, qui ont été soulevées en filigrane, dans le fond, de toute cette situation un peu plus d'urgence des dernières années, puis que ça nous projette un peu dans le futur, du genre, si on pense que le numérique
fait partie de la société et que l'école fait partie de la société, donc le numérique devrait faire partie de l'école, mais comment on fait en sorte que ces deux univers-là puissent bien vivre ensemble, là, dans le fond, là, parce que c'est ni noir, c'est ni blanc, c'est quelque part entre les deux, puis il y a beaucoup d'adaptations puis de modifications à faire, là, puis d'évolution jusqu'à un certain point, là, comme on disait tantôt, dans mélanger dans le fond, des approches qui étaient juste présence, qui étaient juste distance, puis là, de voir comment on peut faire du hybride avec ça. Puis d'ailleurs, c'est ce qui semble porter beaucoup d'espoir pour quelque chose de vraiment efficace dans le futur, surtout en enseignement supérieur, là, ce mode hybride où est-ce qu'on mélange, dans le fond, peut-être dans une même session, du synchrone, de l'asynchrone, puis avec une approche un petit peu plus personnalisée. Parce qu'il y a ça aussi, hein, Ouais, à travers tout ça. Puis, Michel, la problématique que tu soulèves, c'est un peu ça, de dire qu'au final, notre rapport à l'éducation, c'est une personne qui apprend. Puis cette personne-là a des besoins qui n'est pas nécessairement pareil comme celui du voisin. On a réussi à bâtir un système scolaire, à essayer de toujours travailler vers le grand dénominateur commun. Mais là, les 2 dernières années nous ont montré les limites aussi de cette approche traditionnelle scolaire-là, du grand dénominateur commun. Fait que comment réussir à faire quelque chose qui se tient avec quelque chose de plus personnalisé, de plus individualisé, de plus flexible? C'est ça les enjeux là, qui s'amènent là, pour le réseau d'éducation dans les prochaines années, c'est clair. Oui, tu sais, je suis content que tu amènes, en fait, tu as dit blanc ou noir, c'est pas blanc ou noir. J'ai eu l'impression que dans le discours social, on en a fait un enjeu, c'est soit tout en mode numérique, en ligne, télétravail, ou non, on revient à l'ancienne, dans la classe. Bon, il y en a même que c'est revenons à l'époque qu'on enseignait à l'ancienne. Là. Bon, j'ai entendu des vertes et des pas mûres. Là. Mais tu sais, j'ai l'impression on n'a pas. On n'a jamais eu l'opportunité justement de pousser plus loin cette idée-là d'un mode hybride, où l'hybride deviendrait une façon de combler ce qu'on ne peut pas faire. Tu sais, tout le monde n'apprend pas au même rythme, tout le monde n'apprend pas de la même façon. Puis justement, le numérique, moi, j'ai l'impression qu'il aurait pu venir soutenir ces gens-là qui n'apprennent pas au même rythme que la classe en général. Ou qui apprennent plus vite, tiens, pas juste moins vite, là, mais aussi plus vite, qui veulent aller plus loin. Fait que, c'est ça, on en a fait un discours blanc ou noir, c'est oui ou c'est non, ça marche pas, ça marche. Alors qu'à quelque part entre les deux, je pense qu'il y a des nuances, puis il y a des outils qu'on ne devrait pas perdre, on ne devrait pas, de mon point de vue, revenir en arrière, on devrait plutôt essayer de voir comment on peut les intégrer à une nouvelle réalité. Absolument, puis tu vois, ce que tu soulèves là, Michel, ça nous rapporte à... Il y a quelque chose qui est lié à nos valeurs. Hein. Quand on parle d'éducation, là, on vient souvent parler de nos valeurs. Puis à ce moment-là, quand nos valeurs sont heurtées, peu importe sous quel angle, on va avoir des fois des réactions qui sont très, très vives puis qui sont très, très tranchées. Puis tu as raison, dans le débat, en tout cas, tu sais, comme ça a débordé des fois dans le débat grand public, mais même à l'intérieur du réseau, il y a eu des débats très, très, très importants là, depuis les 2 dernières années sur justement là, la place du numérique, jusqu'où, dans quel contexte, puis qu'il y a eu quand même un espace public très fort pour les personnes qui voient ça soit noir ou soit blanc, là, qui ont des positions très, très tranchées. Alors que dans les faits, il y a beaucoup... Moi, je dirais que la très grande majorité des acteurs en éducation se posent des questions, soupèsent un peu le pour et le contre des choses, se questionnent sur qu'est-ce qui serait le mieux là, pour la suite des choses, et que finalement, on entend juste une petite minorité qui, eux autres, ils ont l'impression d'avoir comme la science infuse, puis qu'eux autres, ils le savent. Là. Les autres n'ont pas compris, mais moi, je le sais, là, ça marche, ça marche pas. Alors que l'éducation, c'est quelque chose de fondamentalement humain, c'est quelque chose de relationnel, puis là, on n'est vraiment pas dans la science exacte. Puis à chaque fois qu'on fait une étude, une analyse et tout ça, c'est pour ça là, que ça va nous prendre encore quelques années là, d'accumuler des différentes analyses sur les nouvelles pratiques en classe, sur justement l'intégration du numérique sous toutes sortes de façons pour voir des tendances. Mais ça reste des tendances. C'est pas comme c'est ça puis ça va être ça dans tous les contextes. Au contraire, il y a toujours le contexte qui nous dit
Si ça n'a pas bien été, il y a un paquet de variables pour ça. Puis des fois, un peu comme Jean-François le soulevait tantôt, c'est des éléments qui sont, des fois, c'est technique. Des fois, c'est la connaissance de l'aspect technique des acteurs qui sont là, autant du côté des apprenants que du côté de ceux qui ont justement à les accompagner, du côté des infrastructures administratives qui soutiennent tout ça pour que la communication se passe bien, etc. Donc, c'est des environnements qui sont extrêmement complexes et qui ils font beaucoup appel au senti, comme à l'émotion, puis comme on disait, aux valeurs aussi. Donc, oui, il y a eu beaucoup de réactions vives, puis j'espère que le fait que là, on est moins dans l'urgence, on semble voir la lumière au bout du tunnel, puis de se dire que, bon, OK, la rentrée 2022, on devrait tendre vers quelque chose d'un petit peu plus... je dirais pas retour à la normale, mais plutôt comme d'une nouvelle normalité, une nouvelle stabilité, dans le fond, qu'on a perdu dans les deux dernières années, puis que ça va nous permettre d'avoir l'espace-temps pour mieux réfléchir, mieux discuter sur qu'est-ce qu'on veut, dans le fond, pour la suite des choses. J'aime ça. Je pense que l'aspect stabilité est super important, justement, comme tu dis. Je n'ai tellement vu, je n'ai vu du genre qui c'était l'aspect disciplinaire qui devenait problématique pour certains parents, puis ça allait jusqu'à, on devait revenir au temps des coups de palette. Je veux dire, j'en reviens pas, comme tu dis, ça devient émotif, ça devient... c'est plus logique, puis c'est difficile, justement, dans ces contextes-là, d'avoir une discussion où on essaie de faire appel à la raison, aux nuances, on va prendre le temps d'étudier la situation, on va attendre de voir l'impact que ça a eu sur les jeunes aussi. On ne saura pas avant des années l'impact réel que ça va avoir dans leur développement. On peut avoir des indices là, mais peut-être pas avant justement quelques années qu'on va savoir véritablement, ils ont-tu appris plus vite, moins vite, à quel rythme, quels sont les vrais problèmes qu'ils ont eu. Mais bref. Excuse Jean-François, je t'ai encore coupé. J'ai moins mal aux dents aujourd'hui. Fait que oui, c'est ça, ça paraît, c'est correct. Oui, j'ai écouté votre dernier épisode la semaine passée, puis effectivement, c'était plus Jean-François qui a parlé. Oui, c'est ça, c'est correct. Au final, ça s'égalise. Non, mais je voulais dire la même chose que Michel. Je suis content de t'entendre sur le fait, ce qu'on recherche, c'est plus une stabilité qu'une normalité. Le normal a comme un peu éclaté avec la pandémie, de toute façon, au point de vue, sur tous les volets de la société, là, même au point de vue économique, même au point de vue du marketing, même au point de vue des communications. Fait que l'éducation a suivi aussi. Fait ce qu'on recherche, c'est une stabilité. Je suis curieux de t'entendre sur un point qui, moi, me touche particulièrement. On l'a vu, ça a été un des chevals de bataille du gouvernement pendant plusieurs mois, justement, sur les enfants, les jeunes qui ont certains problèmes d'apprentissage pour qui, justement, le numérique pouvait être un méga frein, justement, à leur compréhension puis à leur adaptation. Par contre, moi, ce que je vois aussi, c'est un paquet d'autres enfants qui ont adoré, bien performé, puis réussi à bien embarquer dans ce nouveau mode, soit hybride ou soit complètement numérique-là. Puis ça les a grandement aidés. Sur le terrain, là, où est-ce qu'on va avec ça? Qu'est-ce qu'on voit là, comme tendance? Je te dirais que dans le fond, tu illustres bien un peu comment ça a été reçu et vécu dans les 2 dernières années, parce que tout ça a été vécu de façon bousculée. Il ne faut jamais oublier que du moment où est-ce qu'on a basculé à distance au complet, puis finir l'année scolaire à distance en 2020, puis même en 2021 aussi, là, la fin d'année, puis dépendant des milieux, là, ça s'est vécu en presque tout à distance, presque tout en présence. Tout le monde n'était pas équipé pour faire ça. Autant les élèves n'avaient pas été entraînés, dans le fond, pour vivre ces nouveaux contextes d'apprentissage-là. Comme le vivre une activité le temps d'un après-midi, c'est une chose. Là, de le vivre tous les jours à la maison avec de la supervision relative, dépendant des milieux dans lesquels on est aussi, parce qu'il y a ça là, qui joue aussi, quel genre de vécu qui se passe dans la maison. Ouais. Parce que, on peut le prendre de façon à ce que l'école traditionnelle qu'on parle depuis tantôt, c'est surtout une école qui vit un peu dans sa bulle. Ouais. Tout le monde se déplace dans l'institution physique, puis il y a quelque chose qui se passe là, puis après ça, dans le fond, on repart on pourrait quasiment dire, dans la société normale, en dehors. Là, il y a eu vraiment une ouverture, dans le fond, des deux mondes, comme s'il y a une porte, dans le fond, là, entre les deux, là, qui était vraiment bidirectionnelle, où est-ce que là, l'école est dans la maison est dans l'école,
le prof est rendu dans la maison, l'élève est rendu dans la maison du prof. Tu sais, c'est une relation de distance, d'univers qui s'entrechoque, là, qui a été problématique pour plusieurs qui n'étaient pas prêts, dans le fond, à ça. Autant des jeunes comme les plus vieux, comme tous ceux, le personnel scolaire qui n'avait jamais été habitué, dans le fond, à vivre ça. Puis quand, Jean-François, tu pointes vers, bon, les difficultés d'apprentissage, les troubles d'apprentissage. Est-ce que le numérique est justement comme ralenti ou accélère le potentiel d'apprentissage, dans le fond, de ces élèves-là? Ben, c'est aussi vrai par rapport à tout ce qu'on vient de s'expliquer là. Jusqu'à quel point ces jeunes-là sont accompagnés, est-ce qu'ils sont préparés, est-ce qu'ils sont soutenus dans leur milieu? Est-ce que les éducateurs avec qui ils ont des relations sont équipés pour les accompagner, pas en présence, avec leurs différentes difficultés d'apprentissage. Puis on l'a vu comment, tout d'un coup, notamment 2021, là, a été une grosse année pour se rendre compte à quel point, si on veut aller chercher, on parlait d'inclusion, d'accessibilité, si on va aller chercher le plus grand nombre possible, il faut des fois comme ralentir un peu l'évaluation systématique pour y aller plutôt vers une approche de rétroaction plus fréquente et plus individualisée. Fait que là, ça change carrément, dans le fond, la posture du prof. Ça change aussi un peu la posture de l'élève, où est-ce que là, tu es en apprentissage, puis il faut que tu t'attendes à un feedback potentiellement continu, au lieu de faire ton petit bonhomme de chemin sans trop de rétroaction, puis d'un coup, bang, il y a une évaluation, puis là, c'est tu l'as ou tu ne l'as pas, jusqu'à un certain point. Ouais. Fait que, tu sais, quand on dit, le numérique, c'est pas une fin en soi, ça reste là... parfois un outil, parfois même comme un contexte, comme on disait tantôt. Puis, il y a un changement, des fois, d'approche qu'il faut y avoir, dépendant de quel outil qu'on utilise, dans quel contexte on se trouve. Parce que pour plusieurs, le numérique a permis d'avoir une relation privilégiée avec l'enseignant, qui tout d'un coup avait l'occasion de passer des 5, des 10, des 15 minutes avec une personne, juste comme un écran avec l'autre, puis c'est avec toi, dans le fond, que j'ai une relation là. Les autres sont virtuellement, sont même pas là avec nous. Il y a juste nous deux. Fait que, autant que ça a pu être, si ce genre d'occasion-là n'a pas été pris dans certaines classes, ben, les jeunes qui avaient besoin d'accompagnement ont pu se sentir délaissés, alors que dans d'autres contextes, si les enseignants ont pris cette opportunité-là de dire comme, OK, là, je me fais un horaire, je suis capable de placer tout mon monde, puis je vais pouvoir faire de la discussion, de la rétroaction individualisée avec ces personnes-là, de pouvoir leur permettre de vivre ça un petit peu plus à leur rythme, au lieu que tout le monde soit à marcher en même temps, à même affaire, les cloches. T'sais, vous connaissez la routine, là, tout ça, là, que tout se vit, tout le monde en même temps. Là, tout d'un coup, cet espace-temps-là devient plus élastique. Est-ce qu'on en profite ou on trouve que là, on a perdu nos repères? Fait que c'est vraiment une question d'une posture très humaine, dans le fond, par rapport à ça. Là. Fait que les enjeux portés par le numérique dans les 2 dernières années sont avant tout des enjeux humains. Oui, c'est ça. Puis tu sais, ce que j'entends là-dedans aussi, c'est le niveau d'adaptabilité autant du personnel enseignant ou du personnel scolaire que des familles. Parce que ce qu'on voit, c'est justement que d'essayer de recréer la même expérience en présentiel qu'en numérique, mais ça a été pas un échec, mais ça a peut-être été une erreur pour certains pour essayer de se rendre là. Ceux qui ont eu un bon succès, ou les environnements, les écoles, les professeurs qui ont eu un bon succès, c'est ceux qui ont compris que je peux pas faire de la même manière, donc je vais adapter ma méthode, puis être capable d'arriver avec quelque chose de différent. Fait que finalement, on revient à la connaissance des outils, mais la connaissance des règles des outils. Comment est-ce que le numérique, comment je peux utiliser le numérique, puis quel est son plein potentiel? Exact. Puis de saisir les opportunités pédagogiques qu'il peut y avoir avec ces nouveaux outils-là, avec ces nouveaux environnements-là. Là, parce que, tu sais, si on voulait se péter un trip, on pourrait se parler de métavers puis des possibilités en éducation. Mais là, tu sais, ça, c'est comme un peu l'extrême en ce moment parce que là, c'est quelque chose qui nuance un petit peu plus dans l'inconnu. Mais, tu sais, de voir comment un simple document, que ce soit de la suite Microsoft avec un document Word ou de la suite
Google avec un Google Doc. Il y a des outils à l'intérieur de ça qui sont bien plus que, dans le fond, juste un traitement de texte unidirectionnel. Il y a vraiment la possibilité là de faire une conversation, de faire un suivi, de faire de la rétroaction, de faire du travail collaboratif avec un seul outil. Mais comme tu dis, Jean-François, il y a la connaissance de l'outil, puis il y a aussi la posture d'y voir un potentiel, dans le fond, d'apprentissage qui est là. Moi, je sais que dans mon réseau, il y a des gens extrêmement allumés ils font du détournement pédagogique, des choses qui n'étaient pas bâties, dans le fond, pour ça du tout, puis qui voient une occasion d'apprentissage, que ce soit pour réfléchir sur une situation ou que ce soit pour utiliser, dans le fond, des nouveaux outils qui arrivent, des nouvelles façons de faire, des nouveaux langages, dans le fond, là, qui se trouvent à adresser là. Puis, ça nous repose, dans le fond, aussi la question de notre posture comme éducateur, donc quelqu'un qui est dans le réseau de l'éducation, qui soit à la maternelle, dans le fond, ou chargé de cours à l'université, c'est est-ce qu'on est prêt à travailler dans un domaine où est-ce qu'il va falloir soi-même se positionner comme un apprenant aussi? Puis de dire qu'il va falloir apprendre des choses, il va falloir se déstabiliser, il va falloir essayer, il va peut-être falloir se planter aussi, là. Puis d'accepter, puis de le faire avec humilité, dans le fond, avec les élèves, avec les étudiants qu'on accompagne, puis d'être capable de rebondir, d'être capable d'expliciter, dans le fond, peut-être les erreurs qu'on a faites. Tout ça, là, ça sert, dans le fond, là, pour l'apprentissage, ça sert pour les jeunes aussi. Fait qu'on est capable d'avoir cette relation-là avec le numérique, puis de le propulser comme une occasion d'apprentissage pour les élèves et les étudiants aussi. Oui. Non, je comprends, non, c'est quand même super intéressant. Là, on a parlé de où on en était rendu, qu'est-ce qui est arrivé, où est-ce qu'on s'en va. Là, maintenant, c'est le où est-ce qu'on s'en va. Le gouvernement a annoncé justement cette année l'intégration au monde de l'éducation de l'intelligence artificielle, être capable de voir, justement, être capable de prendre les données, prendre ce qui est là, être capable de faire un peu de prévision puis de prévisibilité. On s'en va où avec ça? C'est pour le commun des mortels. Pour le monde du numérique, ils nous ont dit on va utiliser l'intelligence artificielle, la plupart du monde a sauté au plafond parce que c'est pas ça, c'est des algorithmes qui vont calculer. Deuxièmement, pour monsieur, madame, tout le monde, on va utiliser l'intelligence artificielle. C'est quoi ça? On va être ultra surveillé. Fait il y a peut-être eu un manque de communication sur le terrain. Là, on s'en va où avec ça? Sincèrement, moi, je me souviens encore du jour de cette annonce-là. D'ailleurs, le vocabulaire qui est passé un peu plus dans puis même dans l'appareil gouvernemental au ministère de l'Éducation, puis même à l'enseignement supérieur, il était question d'intelligence numérique. Hein. Là, on élargit encore plus sur le fait de, là, il faut... au final, être plus agile, ramasser plus de données, être capable de plus les traiter pour pouvoir mieux analyser, mieux comprendre, dans le fond, le réseau. On ne peut pas être contre la vertu, là, dans le fond. Là. Ça, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Est-ce qu'on est en mode rattrapage? Peut-être, parce que peut-être qu'on aurait dû commencer à s'y intéresser un petit peu plus tôt. Puis je pense que la pandémie nous l'a bien montré, parce que partout dans le réseau, ce qui était le plus compliqué, c'était d'avoir le nombre de cas, dans le fond, dans chacun des milieux. Puis juste cette donnée-là, on avait de la misère, dans le fond, à la transmettre à travers le réseau. Du moins, c'était très inégal, dans le fond, à travers le réseau. Donc là, on veut faire ça, mais pour à peu près toutes les données qu'on peut aller chercher partout, dans le fond, dans le réseau. Fait que c'est quand même assez ambitieux, d'une part. Puis d'une autre part, bien évidemment, là, comme on disait tantôt, on travaille avec la relation humaine. Fait que si on travaille avec la relation humaine, ça veut dire qu'il y a peut-être des enjeux de données de vie privée, de confidentialité qui vont émaner de tout ça. Il y a un service qu'on veut universel aussi, qu'on veut donner le mieux possible. Est-ce qu'il y a des dérives qui sont possibles parce que nos analyses ne sont pas faites comme il faut, puis qu'il y a, là, c'est pas juste une production matérielle, dans le fond, qui va être problématique à quelque part. Ça va être vraiment comme un service donné à qu'on considère comme essentiel, qui est donné à des êtres humains. Fait qu'il y a vraiment des enjeux éthiques qui sont là. Puis évidemment, dans une annonce comme on a connu ce printemps, ben c'est pas là-dessus qu'on a mis le focus. On a mis le focus sur toutes les vertus qu'on peut aller y chercher. Mais évidemment, plusieurs ont été là pour lever la main en posant des questions, de dire, bon, c'est bien beau, il ne faudrait pas tomber dans la pensée magique non plus que si on ramasse plus de données, du jour au lendemain, dans le fond, le réseau d'éducation va mieux se porter puis que les problèmes vont disparaître. Là aussi, il y a un grand apprentissage à faire. On tombe encore dans le domaine de la formation continue pour bien comprendre comment tout ça,
est généré, comment tout ça est récolté de bonne façon, puis comment après ça, tout ça est traité. Puis c'est ce bout-là, là, je ne sais pas à quel point en éducation, il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans le grand traitement de données, dans le fond, qui seraient comme ça à ce sujet-là. Fait que ça, juste ça, c'est gigantesque. Fait que il y a ça apporte plus, pour moi, là, ça apporte plus de questions que de réponses jusqu'à maintenant. Fait que je vais laisser la chance aux coureurs de nous montrer qu'ils ont réfléchi à tous les enjeux là, qui sont relatifs à ça. Michel, t'avais-tu quelque chose à ajouter sur l'intelligence artificielle? Pas l'intelligence artificielle en tant que telle. Tantôt, j'ai bien aimé en fait qu'on a parlé des enjeux humains du numérique parce que, comme tu disais, Jean-François, tu sais, pour les. Bon, oui, les gens qui ont des façons différentes d'apprendre, là, mais peut-être je le vis, là, je suis quasiment à 100% télétravail, puis beaucoup de gens vont me dire, ah, mais tu sais, une poignée de main, se voir dans un bureau, pouvoir se rencontrer, c'est pas la même affaire que de se voir en ligne, alors que moi, j'ai beaucoup de mes meilleures relations dans ma vie ont été faites en ligne. Beaucoup des relations les plus personnelles que j'ai eues ont été faites en ligne. Des profs avec lesquels j'ai le mieux connecté, c'est ceux qui étaient disponibles en ligne. Fait que ce côté-là, ben, Maxime, je vais te l'amener sous forme de question. Y a-t-il une forme d'accompagnement qui est possible pour les profs qui veulent développer leurs habiletés à connecter via des outils numériques? Est-ce qu'on donne une importance à ça ou on se concentre plus sur les outils eux-mêmes? Non, ça, tu vois, je suis positif là, par rapport à ça. Parce que déjà, pré-pandémie, en 2019, il y avait eu tout un groupe de travail là, qui avait été coordonné par le Bureau de mise en œuvre du plan d'action numérique en éducation. Puis il y avait un volet pour l'enseignement supérieur aussi. Puis ils ont travaillé sur un cadre de référence là, qu'on appelle le cadre de référence de la compétence numérique, puis qui a bien justement mis la table sur les différentes dimensions qui se trouvent à être traitées dans le grand domaine du numérique et que oui, il y a les outils, mais il y a tous les autres enjeux, puis il y a toutes les compétences, dans le fond, élaborées qu'on peut aller définir par rapport à ça. Et que il y a un réel besoin de formation continue par rapport à cette compétence numérique-là qui est divisée en 12 dimensions différentes. Et dont la dimension numéro 1, la dimension centrale, c'est l'agir citoyen à l'ère justement du numérique. Fait que là, on est vraiment comme on se positionne tout de suite dans des grands enjeux. Puis là-dedans, il y en a une de ces dimensions-là aussi qui est vraiment portée sur le développement professionnel, la formation continue, qui est essentielle sur le numérique, mais avec le numérique aussi. Puis qu'à un moment donné, tout ça c'est comme un peu un diagramme de Venn, là, dans le fond. Il y a vraiment une zone qui est au cœur, dans le fond, de ça entre les deux et qui jumelle les deux univers ensemble, qu'on utilise des outils, mais on est aussi dans un environnement numérique qui a ses propres défis, ses propres enjeux là, de ce côté-là. Je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites dans le réseau prennent ce cadre de référence-là à bras-le-corps là, pour dire comme, OK, ça, c'est comme un peu notre colonne vertébrale pour poser les actions qu'on a besoin de poser, puis pour se détacher un peu de la vision qui était peut-être un peu comme ça, peut-être des années 90, dans le fond, au début 2000, où est-ce que c'était l'informatique. Puis là, c'est comme un univers en soi, tu as des spécialistes de tout ça, puis c'est comme à côté. Là, on a bien compris, puis la pandémie nous l'a bien montré, que là, tout ça est interrelié ensemble. C'est outils et univers et contexte et les langages et la culture. Et tout ça est mélangé ensemble. Puis, il y a énormément de ressources qui est mis à la disposition du monde dans le réseau. Puis, tu sais, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais à Montréal pour les Journées du numérique en enseignement supérieur. Puis, il y avait des gens, évidemment, du milieu collégial, beaucoup de monde du réseau universitaire, puis beaucoup qui sont tournés vers un peu comme même la formation continue en entreprise, etc., là, qui œuvrent autour de ça. Et puis, je pense que tout le monde a bien compris, dans le fond, ces éléments-là, qu'il ne faut pas axer ça seulement sur les outils, mais bien sur toutes les compétences qui sont là, puis qu'au final, on finit par développer des gens qui sont capables de communiquer, qui sont capables de collaborer, qui sont capables de... On revient à ces grandes compétences de base-là, dans le fond, là, qui est très relationnel, puis qui nous rappelle que le numérique, c'est avant tout humain, malgré tout. Là. C'est ça. Écoute, ça fait déjà 35 minutes là, qu'on discute de où on en est rendu. J'ai 2 points pour toi pour terminer. Là. Je sais que tu es super occupé.
Premièrement, on est sur Twitch présentement, on est en direct sur Twitch, suivez-nous, suivez la chaîne Gogoulet, c'est toujours un plaisir de vous voir participer avec nous dans le chat, de vous abonner, suivez-nous sur YouTube. Quelle pourrait être la place justement d'outils comme Twitch ou YouTube pour démocratiser un peu l'éducation présentement? Pour la démocratiser? Ouais, ou la rendre plus accessible ou pour la rendre ou pour joindre peut-être là, justement différentes personnes. Ben, tu sais, pré-pandémie, là. Ouais. On va se dire les affaires pré-pandémie, là, tout ça, on avait l'impression que le numérique, c'était une clique qui dans le fond, là, de tripeux, de crinqués, de geeks, dans le fond, là, qui se rassemblent puis qui réseautent ensemble, puis c'est une bulle fermée. Et dans le fond, on va se retrouver pendant la pandémie avec tout d'un coup un afflux là, de personnes qui ne faisaient pas partie de la clique, mais qui ont besoin d'aide, puis qui se disent comme je vais aller voir, dans le fond, cette gang-là. Là, 2 ans plus tard, comme à peu près 2 ans plus tard, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vraiment on a agrandi la clique? J'aurais tendance à croire que oui. Okay. Est-ce que ce genre de canaux-là, comme les médias sociaux, comme justement là, des nouvelles chaînes, on pourrait même mettre TikTok dans le fond là, dans l'équation aussi. Là. Est-ce que ça a aidé? Probablement. En même temps, il y a une question de littératie numérique générale à travers ça. Puis là, est-ce que c'est générationnel? Je ne suis pas prêt à dire. Ça reste encore une posture, dans le fond, surtout par rapport à l'éducation. Est-ce que l'éducation est un univers un peu à part de la société? Mm-hmm. Puis après ça, il y a comme les affaires numériques à la mode qui se passent. Puis ça, ça n'a pas rapport avec l'école, dans le fond. Là. Fait qu'on est encore un peu là-dedans. Là, où est-ce que, on a vu une certaine stagnation là, peut-être dans les abonnés dans certains groupes Facebook, les gens qui sont membres. Des chaînes YouTube, il y a une multiplication de l'offre, mais est-ce qu'il y a vraiment plus de trafic au final? Ouais. Parce qu'il y a eu ça aussi. Là. En 2 ans, on peut dire aussi qu'il y a eu il y a eu beaucoup de bruit, puis que plusieurs, devant ce bruit-là, ont décidé de dire comme moi je trouve que c'est cacophonique, fait que je vais retourner dans mes affaires, là, dans le fond, à faire ma préparation de cours. Mais clairement, ceux qui ont goûté à cette relation d'entraide, d'échange et tout ça, ils ont vu vraiment une plus-value réelle dans leur pratique. Plusieurs, puis je l'ai entendu encore là, de la part de plein de profs, autant en primaire qu'au secondaire, de dire que c'est ce qui leur permet de rester aussi à l'affût du monde dans lequel les jeunes évoluent eux-mêmes. Ouais, parce que leur communication, leur consommation culturelle, tout se passe via le numérique, via les différentes plateformes. Fait que c'est comme si moi je suis pas là, il y a une partie de l'univers dans lequel ils sont que je peux pas les accompagner. Mais ça repose encore la question sur, puis je pense que c'est toi, Michel, qui faisait référence à ça tantôt, là, sur notre rapport disciplinaire. Est-ce qu'on va à l'école pour apprendre juste les contenus qui sont dans les programmes, ou il y a quelque chose de plus large que ça? Fait que ça aussi, c'est un débat qui existait déjà avant la pandémie, puis qui existe encore toujours, que le numérique a réussi à m'amener à ficeler ensemble pendant la période d'urgence. Mais là, ça va être intéressant de voir l'année prochaine, est-ce qu'il y a vraiment des ponts qui se sont créés entre les fervents, dans le fond, de dire que moi, je suis prof parce que j'ai ce contenu-là à passer, puis c'est important que les jeunes sachent ça, qu'ils apprennent ça, qu'on les évalue là-dessus, parce que c'est comme ça qu'on va dire que oui, ils sont prêts à passer, dans le fond, à l'étape suivante, ou bien justement, l'école a une mission plus large. Et cela dit, il y a des enjeux pour toutes. Là. On a vu avec la réforme qui est en cours sur le programme d'éthique et culture religieuse qui devient comme autre chose, un cours d'éthique, de culture, puis jusqu'à un certain point que le numérique a une grande place dedans. Là, qu'est-ce qu'on attend de l'école? Est-ce que l'école, faut qu'elle fasse l'éducation de tout? Puis ça nous prend un cours dans lequel on va jaser de tout, parce que les autres cours ont déjà des programmes qui sont pleins à ras-bord aussi. Pour vrai, là, il y a encore des enjeux très réels. Est-ce qu'il y a encore une responsabilité en enseignement supérieur de donner cet accompagnement-là au numérique, où on s'attend à ce que le secteur jeune, primaire, secondaire, va avoir, que ce soit acquis, puis qu'après ça, il arrive extrêmement prêt, extrêmement habile, dans le fond, là-dessus. Puis, on en avait déjà jasé ensemble, Jean-François, sur le fait que même
après le parcours scolaire, on sait que quand des gens arrivent formés dans un domaine X, Y ou Z, ils arrivent en entreprise, puis tout d'un coup, il faut qu'ils apprennent toute une autre culture, tout un autre langage au niveau du numérique, avec des outils qu'ils n'ont jamais utilisés ou presque pas en contexte scolaire, ou que ce qui était en contexte scolaire est un peu déphasé par rapport à où est-ce que les entreprises sont rendues, financement oblige, dans le fond, là, puis mise à jour des équipements et tout ça. Fait que ces enjeux-là sont encore tous là et tout réels. Ouais. Ah, c'est des beaux questionnements qu'on a. Pour finir, Maxime, qu'est-ce qu'on souhaite pour l'éducation numérique pour les prochains 5 ans? Je te dirais de l'ouverture. Ouais. Puis revenir un peu comme au début de notre discussion, quand il était question là, de peut-être des fois voir trop ou d'entendre dans l'espace public trop de discours tout blanc ou tout noir, alors que tout ça est une grande palette de gris. Ouais. Puis c'est peut-être parce que j'ai les deux pieds en formation continue puis qu'on voit justement clairement les besoins ne sont pas pareils, les périodes dans l'année, tout est différent. Ça évolue beaucoup. On se fait solliciter pour un paquet de sujets nouveaux aussi. Là, comme Ouais. c'est jusqu'à un certain point infini. Fait qu'on a besoin beaucoup d'ouverture, on a besoin de flexibilité, on a besoin on a besoin de se voir comme en constant mouvement, en constante évolution. À l'écoute, évidemment, ouvert et à l'écoute des besoins des jeunes aussi, puis de comment ils vivent ça. Puis là, c'est intéressant de voir tranquillement être publiées des études qui ont posé des questions aux jeunes. Comment vous l'avez vécu? Comment vous l'avez vécu au primaire? Comment vous l'avez vécu au secondaire? Comment vous l'avez vécu en enseignement supérieur? Pour être capable d'après ça, de se tourner vers OK, fait que c'est comme ça qu'ils l'ont vécu, c'est comme ça qu'ils expriment leurs besoins, comment on peut mieux y répondre dans le futur. Et ça prend cette posture d'ouverture-là, parce que sinon, on va juste dire comme non, on va revenir à ce qu'on faisait avant qui était solide, puis on va essayer de forcer tout le monde à fitter dans le moule, alors qu'au contraire, là, je pense que toute la société nous le demande, comment il y a un besoin de cette ouverture, de cette inclusion, d'accessibilité. On vient à toutes des choses qu'on a dit depuis tantôt. Je pense que c'est de ça que le réseau de l'éducation a besoin. Puis tout ça est humain avec le numérique. Maxime Pelchat du Cadre 21, stratège numérique au Cadre 21. Écoute, tu viens de finir ça. On peut pas mieux finir que ça. Là. Tu l'as amené jusqu'à la fin, tu l'as drivé jusqu'à la fin. Maxime, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir discuter de l'éducation puis l'éducation numérique avec toi sur le podcast. On a fait aujourd'hui un wrap-up puis on a été en mesure vraiment là, de faire un portrait de où on en est rendu. Je te remercie énormément pour cette discussion-là. Michel, merci pour ta participation. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à penser vos commentaires. Comment vous autres, est-ce que vous avez vécu cette pandémie-là au point de vue de l'éducation, au point de vue des différentes communications, que ce soit comme étudiant, que ce soit comme élève, mais que ce soit aussi comme prof ou comme dirigeant. Comment est-ce que vous avez vécu ça? N'hésitez pas, envoyez-nous nos commentaires, ça va nous faire un plaisir de vous lire. Maxime, c'est un réel plaisir et puis je te remercie énormément d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui nous suivent, mais je vous dis à la prochaine. Merci encore.